97% des phénomènes des fausses naturelles, et j'insiste absolument pas une critique sérieuse, scientifique, voire médicale. Une société philosophique disait, il y a déjà de ça quelques années, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et si je te dis ça, c'est parce que tu m'as parlé il n'y a pas très longtemps de tour d'abandon. Et je voudrais savoir ce que tu entendais par là. Un tour d'abandon. C'est un tour d'abandon. Non, sérieusement. Sérieusement ? Qu'est-ce que c'est ? Regarde, j'ai même Qu'est-ce amené que des c'est que notes cette pour t'en histoire parler. Eh ben écoute, Parce que moi, c'est une histoire qui m'a ému aux larmes. Et puis parce que j'ai fait pas mal de ramifications sur le plan moral. C'est un sujet qui vraiment me plaît. J'ai potassé dessus, ça me branche. J'aime bien cette histoire. En fait, les tours d'abandon, c'est devant le nombre d'enfants abandonnés durant la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, que certains ont mis en place. Alors, pour le coup, même encore plus tôt que ça, vers 1198, il me semble, en Italie, la première roue pour enfants trouvée a été mise en place. Donc un tour d'abandon, c'est un endroit, tu vois, comme les consignes de bouteilles. Ah, donc c'est un tour déjà. C'est un emplacement où une femme, généralement la maman du bébé qu'elle peut pas garder, elle le dépose dedans, rien que ça se retourne, tu vois, puis ça va généralement dans un couvent, puis c'est récupéré par des bonnes sœurs. Il y a un laps de temps pour que la personne puisse s'en aller de manière anonyme, tu vois. Elle a pas un moyen de prévenir qu'elle a mis un bébé? Tu as des systèmes, alors il y a plein de systèmes qui ont été inventés, mais il y en avait des sonnettes, et puis avec un temps de latence, tu sais qu'il y a au moins 30 secondes ou une minute, le temps que la dame fasse le coin de la rue, et puis on vient récupérer le bébé. Et donc tu vois, 1198 en Italie, soutien du pape et tout. Hambourg, je sais que c'est 1709, il y a un laps de temps quand même mais vers 1700 ça commence à se développer. Paris c'est 1638, et puis c'est un peu lent, et vers 1811 t'as un pic et t'en as presque 260 en France. Et moi ce que je trouve fou, c'est que rien que l'imaginer maintenant, tu sais, tu prends peur, tu te dis putain, des gens qui abandonnent un bébé et tout, c'est un peu sordide, tu vois. Mais il y a eu un moment, de 1811 à 1830, où t'en es jusqu'à 260 en France. Et j'avais vu dans une ref, quelque part, mais je sais plus où exactement, que à Grenoble, par exemple, c'était dans la rue Agut de Samba, là où il y a la Banque de France maintenant, il y avait une tour. Alors c'était quasiment un tour d'abandon, c'est quasiment toujours adossé à une structure religieuse, hein, presque immanquable. Mais ça a été mis en place pour lutter contre, on trouvait des enfants morts dans la rue, en fait. Mais il y a des histoires épouvantables, mon pauvre. J'ai pris des extraits, t'as des extraits d'archives, genre les petits étaient jetés nuitamment à Val des Rues ou déposés en certains lits à l'entrée de l'église Notre-Dame. Ils n'avaient guère d'autres secours à attendre que ceux de la charité privée. Les commissaires du Châtelet retiraient chaque matin des égouts plusieurs cadavres de nouveau-nés. Donc t'as des gens, ils posaient les bébés, puis le bébé roulait dans le caniveau. Il y a même des témoignages où t'as des bébés qui se faisaient écraser par des charrettes. T'as même un témoignage où ils voyaient un bébé emporté par des chiens errants, mec. Ah non. Tu vois le truc? Ouais. En fait, ils se sont dit, là, il faut faire quelque chose. Et c'est là que ça s'est inscrit. Alors, ce que je trouve marrant, parce que je trouve vraiment stimulant, c'est que c'est quelque chose, tu vois, a priori, ça nous paraît hyper choquant d'imaginer ça maintenant, là. On y verrait presque un encouragement à l'abandon, tu vois, faciliter quelque chose de dramatique. Et en même temps, quand tu regardes les avantages c'est ça, c'est pas retrouver le bébé piétiné par des chevaux, c'est pas le retrouver noyé dans un recoin de macadam. Et donc il y a pas mal d'avantages quand même à ça, mais c'est tellement choquant pour nous qu'on a du mal à le conceptualiser. Et pourtant, quand tu regardes un peu autour, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai regardé, après une série de bébés abandonnés retrouvés morts d'hypothermie en 1999, et ben à Hambourg ils en ont mis un, et puis à Lübeck, et puis à Berlin, puis quasiment partout en Allemagne. Il y en a à peu près 80 qui sont là. En République tchèque, t'en as aussi presque une centaine, en Autriche, en Russie, au Japon, il y en a 2 ou 3, je crois maintenant. Et en France, tu proposes ça c'est juste impensable. Alors moi, ce que je me dis dans ces questions-là, c'est, bon déjà, qui pousse à créer ces boîtes, que je trouve ça, si tu veux, je trouve ça, je sais pas trancher ça sur le plan moral, mais il faut peser les avantages et puis les inconvénients, tu vois. Et donc, il y a évidemment des inconvénients qui peuvent être, tu vois, encourager l'immoralisme, tu vois, ou, je sais que vers 1840, il y avait des textes qui disaient oui, c'est scandaleux, il y a des femmes qui abandonnent leur enfant et puis qu'après qui reviennent dire qu'elles sont prêtes à prendre comme nourrice l'enfant contre 7 francs par jour, tu vois. Donc, on les suspectait de faire un trafic de leur propre aux enfants. Il y a plein d'arguments comme ça qui pourraient, on peut les mettre dans la balance. Puis de l'autre côté, il y a quand même un sacré nombre d'avantages. Un truc qui me rend méfiant là-dessus, c'est que par exemple en Suisse, pratiquement toutes les boîtes à bébés, des fois on appelle ça des boîtes à bébés.
elles sont proposées par le Movimento per la Vita. C'est en gros c'est les pro-vie, tu vois, c'est les gens anti-avortement. Ah oui, parce que j'allais te poser la question. Aujourd'hui, on a la possibilité d'accoucher sous X. Enfin, il existe des solutions pour qu'après la naissance, tu ne repartes pas avec le petit. Donc alors, est-ce que c'est des pays où ça n'existe pas ou c'est quoi l'avantage? Je sais pas quel est l'avantage là-bas. En tout cas, ça rend facilitant le truc. Je sais qu'accoucher sous X, ça semble quand même c'est une démarche, il faut que tu l'aies pensé, quoi. Je pense que là, au moins, il y a un truc d'immédiateté qui doit être... Oui, mais avant, on accouchait chez soi. Donc, personne, c'était dans l'anonymat. Et puis, voilà. Il y avait effectivement des gens qui avaient des bébés, personne ne le savait, ils pouvaient les déposer. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus rare, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de... Et t'as pas trouvé de justification, enfin, d'explication de pourquoi... Aucune. Et est-ce que c'est... j'ai pas encore cherché tous les aspects de cette histoire. Hein. C'est probablement... Et c'est utilisé, par contre? T'as des chiffres là-dessus? C'est utilisé, c'est utilisé. Même que... Alors, dans les années 1812-13, j'avais des chiffres là-dessus. T'avais 67 000 abandons, je crois, pour 1815. 2 ans plus tard, tu passes presque à 100 000. Tu multiplies d'un tiers. Enfin, tu augmentes d'un tiers Donc, c'est vrai que ça semble être facilitant. Facilitant pour quel public et tout. Tu peux pas suivre les cohortes de personnes qui font ça. Tu sais pas s'il y aurait eu infanticide, s'il n'y avait pas eu l'abandon. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont nébuleux là-dedans, parce que de toute façon, tu peux pas suivre la population qui est hyper vulnérable là-dedans. Enfin, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant de savoir est-ce que ça marche ou ça marche pas, c'est de voir qu'en tout cas, il y a une objection, presque une clause de conscience qui est brandie là-dessus, en se disant, mais ça, c'est juste scandaleux, tu vois. Et j'ai du mal moi-même à me convaincre que ça vaudrait le coup peut-être de mettre des boîtes à bébés en France. Je trouve ça vraiment moche. Et en même temps, je me dis, mais si... Peut-être que l'avantage surpasse l'inconvénient. Et en fait, je remarque que sur plein d'avancées progressistes, les arguments ont toujours été du même type. C'est-à-dire, tu vois, la loi sur la contraception, droit à la contraception Neuwirth, 1967, droit de vote des femmes. On disait, oui, vous vous rendez compte, si on donne le droit de vote aux femmes, elles vont voter comme les curés. Tu vois, enfin, genre d'argument qui en plus tient pas la route. Mais en fait, on se rend compte après coup que ça tient pas la route. Et il y a une objection qui freine une avancée progressiste sur une base de principe. Tu vois, il y a un principe. On pose comme principe que c'est immoral, point barre. Tu vois, puis immoral pour, généralement, une population bourgeoise ou très installée qui n'est pas la bénéficiaire de la chose. Tu vois, c'est un peu surplombant, puis tu juges, tu dis, ah mais quand même, vraiment, c'est scandaleux. C'est un peu comme quand t'as jamais connu personne qui avortait, tu te dis, ah mais de toute façon, celles qui avortent sont toutes forcément des catins ou des gens qui ont traîné partout ou qui prennent pas leurs précautions. Ou... Un truc hyper jugeant. Et tu vois, je me rappelle des arguments sur pilules en vente libre, sur les préservatifs dans les lycées, et là récemment tu vois, les salles de shoot. Je trouve que c'est exactement le même problème. Est-ce qu'on installe des salles de réduction des risques ou de salles de shoot, ce qu'on appelle les salles de shoot, quoi, dans des bleds? Évidemment, ça peut faciliter ou encourager la prise de stupéfiants. Et en même temps, ça résout tout un tas de problèmes. Et là, ça commence à être documenté dans d'autres pays. Tu vois que vraiment les avantages sont immenses par rapport aux inconvénients. Mais il y a un frein, tu vois, les salles de shoot, hors de question, c'est scandaleux. Aussi certainement parce que la classe qui dirige et qui décide ce genre de choses sont les gens qui ne sont pas les bénéficiaires de ces avancées, tu vois. Alors tu vois, je poussais ça loin, puis je me disais, bon, mais il y a peut-être des choses comme ça qui me semblent complètement scandaleuses, qui me retournent un peu le bide quand je les vois. Enfin, c'est comme s'il y avait deux couches tu vois, il y a une réaction morale de type 1, tu sais, de base. Oh, tu vois, mes poils se hérissent, j'ai la nausée, tu vois, j'ai une vieille germe. Puis après, je raisonne un peu, je me dis, mais en fait, ça vaut peut-être le coup. Et un exemple qui m'avait le plus frappé, c'est il y a 2-3 ans, et c'était, je m'en sers parfois en cours, et puis je me rappelle une fois de t'avoir fait chier avec ça. Je t'avais envoyé par téléphone des images des fameuses poupées trottelas de Shin Tagaki. Donc tu sais, c'est des poupées, tu te rappelles peut-être, ce sont des poupées qui sont moulées en silicone, qui sont d'assez bonne facture, puisque ça doit coûter, je crois, autour de $30 000, un truc comme ça, ou $28 000. Et c'est moulé sur des corps de petites filles de 7-8 ans. Tu vois le truc un peu, tu vois ça, c'est juste malsain, sordide. On vous mettra quelques images, ça fait juste bader, tu vois, ça pique. Et puis après, tu dis, bon, mais attends, allez, vas-y, bien sûr que, évidemment que ça encourage certainement à de l'érotisme, tendance pédophile, mais au fond, grand bien face à ceux qui auraient des relations sexuelles avec des poupées de ce type-là, si ça se traduit par une réduction du nombre d'agressions pédocriminelles sur des enfants.
Et donc la question, c'est le si ça se traduit. Bah oui. Est-ce que quelqu'un s'est penché là-dessus personne. et a vérifié que ça pouvait avoir effectivement... Personne, tu vois. Alors, j'ai pas encore construit, moi, un plan de recherche là-dessus, mais le peu de fois où j'en parle à des copains en psycho, ils deviennent tout bleus, hein. Ça enthousiasme personne. Pourtant, je n'arrive pas à piger pourquoi ce sujet de détection, anticipation de la pédocriminalité et comment essayer de résoudre ça, on s'en empare pas plus, que vraiment, enfin, j'ai du mal à imaginer pire chose qu'un gamin de 8 ans ou de 6 ans laissé dans une poubelle parce qu'il a été défoncé dans une ruelle, tu vois, ou dans une forêt. Et je trouve que ça devrait faire un gros chantier, sauf quand je regarde les travaux sur la pédocriminalité, c'est très souvent hyper psychanalytique, vaguement nébuleux. Et il y a 2-3 auteurs dont j'essaie de trouver les bouquins, là je vais mettre la main dessus, qui font un travail un peu conséquent sur quels sont les ressorts, est-ce qu'il y a des ressorts de type comportementalo-cognitif sur lesquels tu peux travailler et tout, et est-ce que ça peut servir de support. Et finalement, si ça se devait se traduire par un effet de réduction de la pédocriminalité, j'aurais rien contre. Et tu vois, et ça m'amène à... J'ai vu des réactions dans des milieux qu'on considère plutôt comme progressistes, je pense à des communistes et autres, des gens comme ça. Bah, communiste, c'est compliqué de savoir si c'est progressiste ou pas, tu vois, mais enfin, bon, des gens qui sont censés être ouverts à gauche, qui râlaient sur le X-Dolls à Paris. Tu vois, sur le bordel de la maison close avec des poupées qui sont proposées aux gens. Qui n'existe plus, je crois, elle a fermé. Alors non, si, je crois qu'elle existe, elle a été déplacée, il me semble, mais alors j'ai pas regardé tout fraîchement là, mais je sais qu'en 2018, je crois qu'ils ont juste changé d'adresse, mais elle existe toujours, mais elle a été, ça a soulevé des houles. Mais ça nuit à qui? Tu vois, si on le raisonne sur le plan moral, c'est qui sur le plan des conséquences, qui est victime de ça? Alors les gens qui sont contre, ils pourraient avoir un argument qui serait de dire que, en fait, on ne cherche pas à régler le problème, on cherche à le contourner. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui était un meurtrier et qu'on allait lui désigner une cible, une pseudo-cible, pour que pour qu'il la tue elle plutôt que de tuer quelqu'un vraiment sans se poser la question de pourquoi il tue et donc est-ce que c'est pas une façon de, mais c'est ce qu'on dit aussi pour les salles de shoot, hein, de contourner le problème et donc de faire l'économie de la recherche de la cause du problème et de la mise en place d'une solution définitive, tu vois. Une solution définitive à l'envie de forniquer ou de faire l'amour ou de lutiner ou peu importe le degré de volupté que tu veux mettre dedans. Je vois pas comment tu résoudras le problème. Ou alors faut le prendre sous l'angle que tout le monde ait un accès libre et non discriminant à une sexualité. Auquel cas tu te retrouves comme dans des pays en Suisse où tu peux avoir des assistants sexuels qui sont pas des prostituées, tu vois, mais qui sont des gens qui peuvent t'aider dans des circonstances bien particulières, qui sont pas si mal que ça quand t'es tétraplégique et que ton partenaire ou ta partenaire est à côté de toi et que tu peux même pas bouger d'un centimètre pour te déplacer dessus. S'il y a quelqu'un, un tiers, qui vient t'aider, c'est quand même sympa. Sauf que ça va un peu... Les services d'assistance sexuelle, ça va un peu au-delà de ça. Hein. Bah, ça peut aller au-delà de ça. Ça peut remplacer le partenaire. Et ça peut remplacer le partenaire. Et là, ça commence à être un peu plus difficile à justifier parce que ce qui est invoqué, c'est une sorte de droit à la sexualité. Ouais. Alors que c'est pas simple. Que la sexualité, est-ce qu'on a un droit à la sexualité? Je veux dire, à partir de ce moment-là, si quelqu'un qui est universellement considéré comme moche et désavantagé, on devrait le considérer au même titre qu'un handicapé qui a des difficultés, tu vois. Et donc, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que finalement, on recrée pas un système de prostitution un tout petit peu plus moralement encadré, on va dire? Voilà. Donc ça pose des questions. Il est ramifié, ce problème-là. Mais je vois en tout cas que personne n'a félicité ta gakine, tu vois. Ça se trouve, ces poupées, c'est de la merde en boîte, ça marche pas, c'est pire, ça aggrave tout. Mais il y a aucune donnée. Et le gars, il dit, moi je fais ça, et je suis content. Et en plus, il faisait remarquer. Je lui ai écrit une fois et il m'avait répondu, et il m'a filé de la doc, et dans la doc, il expliquait que les poupées qu'on lui ramène, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas des poupées qui sont endommagées, tu vois, elles ont pas le vagin défoncé, elles sont pas, tu vois. C'est des poupées qui servent souvent comment dire ça, c'est des personnes qui vivent dans le foyer. En fait, les gens passent plus de temps à les déplacer, les mettre dans un fauteuil, les habiller, les déshabiller, les coucher, leur donner à manger. Enfin, tu vois, comme des personnes qui vivent avec toi, que comme objet sexuel. C'est des palliatifs de présence. C'est plus ça. C'est assez étonnant, hein. Alors ouais, droit à sexualité, j'en sais rien. En tout cas, ce que je vois, c'est que très souvent, quand il y a une innovation sur le plan progressiste, enfin, quelque chose qui est proposé, une innovation, on sait pas quoi faire, il y a une réaction hyper réactionnaire
dire pas question, c'est scandaleux, pas de ça chez nous. Et au fond, si ça se trouve, les tours d'abandon, ça résout des choses. De même que donner la pilule, pouvoir donner la pilule du lendemain à des filles mineures, ça n'a pas l'air d'augmenter la précocité des rapports sexuels, si tu veux. Et ça résout quand même pas mal de trucs. Mais sur les tours d'abandon, je suis un tout petit peu plus circonspect parce que j'ai l'impression que ça... Je suis pas sûr que ça corresponde à un vrai besoin, à un vrai problème. Non, je sais pas. Qui soit pas couvert. Et donc je me demande si les quelques exemples qu'il y a sont pas plus des opérations de communication du genre des Provi, parce que le truc c'est qu'aujourd'hui... C'est le cas en Pologne, ça c'est certain, et c'est le cas en Suisse, ça c'est sûr, c'est documenté. Ouais, c'est les Provi. Si tu veux, aujourd'hui, tu peux abandonner un enfant de façon, bien encadrée, légalement encadrée, sans avoir d'ennui, et discrète. C'est invisible. Et est-ce que les Provi n'ont pas intérêt à mettre en place des tours d'abandon pour que d'un coup, il y ait cet aspect-là de la vie intime, de la vie familiale, devienne visible. C'est-à-dire, regardez, on abandonne et c'est ostensible. C'est possible, tu vois. Et parce que, voilà, donc c'est pour ça que je suis un tout petit peu plus circonspect là-dessus, parce que autant les salles de shoot et tout ça, ça répond à un besoin qui n'est pas couvert. Les X-Dolls aussi alors... Les child sex bots. Alors après, là vraiment, je pourrais avoir que des propos me concernant moi. Moi, je suis... Toi qui es usager de child sex bots. Alors pas vraiment. Et moi, je suis plutôt opposé à la prostitution. Alors évidemment... Alors t'es opposé quoi? T'es opposé à la prostitution, tu veux dire? C'est un sujet à part entière. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Je préfère... On se regarde. Oui. Mais du coup, si tu veux, les X-Dolls, par contre, ça ne pose aucun problème. Justement parce que c'est pas une femme qui se trouve là, tu vois. Oui, mais ça pourrait, je reprends ton argument de tout à l'heure, ça pourrait habituer les consommateurs, très souvent des hommes, à avoir éventuellement des comportements violents, et après, par une sorte de passation magique, ils pourraient, les fois où ils ont un partenaire en chair et en os, faire exactement la même chose que... Ça s'étudie, mais de ça, il faudrait me convaincre. Voilà, donc ça, moralement, ça me pose aucun problème. Les tours d'abandon, sur le principe, non plus. Encore une fois, si c'était un besoin qui n'était pas couvert. Mais tu vois, je pense, par exemple, à tous les problèmes moraux qui se posent autour de l'abandon. Quand un enfant majeur veut retrouver ses origines, aujourd'hui, avec une naissance sous X, il existe un certain nombre de moyens qui peuvent lui permettre d'y arriver. Les tours d'abandon privent aussi de ce moyen-là, tu vois. Donc, je m'interroge. Il y avait des méthodes pour... Bref, on en reparlera si tu veux de ça. Mais je me rappelle, j'ai vu passer, je sais pas si tu as entendu parler des vestes empesées. En Allemagne, en ce moment, il y a une polémique là-dessus sur faire porter des vestes qui pèsent lourd, de 1 à 6 kilos sur des enfants hyperactifs pour qu'ils bougent un peu moins. Juste à l'imaginer, tu bades. Là, ça me fait penser à les rares fois où j'ai entreaperçu des gens mettre une laisse à leur gamin. Mais en fait, pour les parents, eux, c'est peut-être la seule condition de survie du gamin, tellement il court, il est débile, il court partout, il fait n'importe quoi, il traverse la route n'importe comment. Mais et toi, si t'as pas la capacité de courir ou n'importe quoi, tu prends un machin, puis tu le retiens. C'est légitime, mais quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est hyper choquant. Est-ce qu'il vaut mieux être choqué et qu'il soit pas mort? Et je trouve ça, ce ratio super intéressant, et je trouve mais moi aussi, comme tout le monde, on a tendance à tomber dans un truc hyper réac d'emblée, quoi. Hyper c'est vrai, c'est le premier freinant. réflexe. Le premier réflexe, c'est de dire, tiens, ça c'est intéressant. Si ça se trouve, ça peut être une piste pour... Non, on fait plutôt, oh mon Dieu, quelle horreur, c'est répugnant, c'est épouvantable, c'est affreux. Donc il y a comme on a une sorte de réflexe moral que je trouve assez malsain. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler, mon ami. Eh bien, c'était très intéressant. Et je me rappelle que tu étais très choqué quand je t'avais envoyé cette photo. Tu m'as fait, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon doux. C'est vrai. C'est vrai. Respect. Merci, Richard. De rien. Je pourrais être ta poupée trotte là? Écoute, je crois que je vais aller faire un petit tour d'abandon, si tu veux bien. Allez. Oh mon Dieu. Tu me déplaceras. Je préfère un sex-bot qui ressemble à François B que toi en poupée trotte là dans ton petit corps de 8 ans. Tu m'as déçu.